L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Nouvelle édition sur Africable Télévision. Bonsoir, bienvenue, voici les titres. Dans un pays républicain et démocratique, il ne peut pas y avoir deux armées. Déclaration signée Laurent Fabius, le ministre français des Affaires étrangères, invite le MNLA à renoncer à la lutte armée et appelle un dialogue national sans exclusion au Mali. Taman Salam, nouveau premier ministre du Liban, s'est opposant modéré à la charge de former un nouveau gouvernement dans un pays agité et en quête de stabilité politique. Voilà quelques-uns des titres que nous allons développer, mais nous commençons d'abord par le Mali avec ce constat. La quasi-totalité du territoire national est presque reconquise, mais une zone d'ombre demeure sur la ville de Kidal. Je vous propose d'écouter le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Il se prononce sur la question qui taraude les esprits ici à Bamako. Pourquoi l'armée malienne n'est-elle pas à Kidal? On l'écoute au micro d'Abdoulaye Koné. Dans un pays républicain et démocratique, il ne peut pas y avoir deux armées. Donc il y a une armée qui est l'armée malienne. Et le moment venu, il faudra que tout groupe, ça vaut pour le MNLA comme pour un autre, qui aurait des armes, accepte d'être cantonné et de renoncer à ces armements. Il y a un autre principe qui est que dans les discussions qui doivent avoir lieu et qui, nous l'espérons, auront lieu, dialogue et réconciliation, tous les partisans du dialogue et de la réconciliation, tous les acteurs du dialogue et de la réconciliation doivent accepter l'intégrité du Mali. Mais pour arriver à ces solutions, il faut qu'entre gens de bonne volonté, on puisse se parler. Et la France sera en faveur, bien sûr, de cette bonne volonté. Nous restons au Mali où les partis unis pour la République pure étaient devant la presse ce vendredi à Bamako. Il s'agissait pour les responsables de cette formation politique de présenter leur plateforme et de réaffirmer leur soutien au candidat unique de la coalition. Reportage Aminata Mariko, Daouda Doumbia. Composés aujourd'hui de 10 partis politiques ayant uni leurs forces dans une coalition, les partis unis pour la République pure viennent de signer une nouvelle convention en vue d'une coordination de leurs efforts pour la conquête et l'exercice du pouvoir au Mali. Les purs réaffirment par la même occasion leur soutien à un candidat unique. Que les partis unis pour la République, qui viennent de souffler leur deuxième bougie au mois de février dernier, restent constants dans leur cheminement. Ils ont décidé non seulement de continuer la politique qu'ils avaient déjà élaborée dans le cadre de leur plateforme de l'année dernière, mais aussi de soutenir haut et fort un seul et unique candidat parmi les 15 membres, l'honorable Houssine Amion Guindo. Dans la plateforme de 3 pages distribuée à la presse, les signataires s'engagent entre autres à participer de manière concertée à toutes les élections, à soutenir le candidat unique et s'accorder sur les listes communes pour les législatives. L'organisation, le fonctionnement et les principes de la coalition sont également définis dans le dit document. À la suite de ce coup d'État du 22 mars, les partis unis pour la République, tout en condamnant tout système de rupture de la gestion de l'État par la force, ont estimé qu'il fallait accompagner le mouvement. Voilà pourquoi nous avons entrepris, dans le cadre de la CSM, la convergence pour sauver le Mali, de participer à la reprise de l'ensemble des discussions, de manière à amener notre pays à se remettre sur pied. Les purs estiment partager un idéal commun qui se traduira par la définition et l'adoption d'un programme de gouvernement. La vision selon eux est de bâtir un État fort et respecté, rendre la société plus juste, créer les conditions de générer des richesses durables et contribuer à l'émergence d'une Afrique unie.
Islam et démocratie, le 11e commandement, tel est le titre du livre de Bandiogo Gakou. Dans cet ouvrage dont le lancement a eu lieu hier à Bamako, l'ancien ministre malien évoque les enjeux de l'islam dans un monde en pleine mutation. Nous retrouvons Aminata Mariko et Daouda Doumbia. Après l'occupation du Nord Mali par les groupes armés, des pesanteurs gravissimes pèsent sur le pays et la religion musulmane. À travers sa plume, Bandiogo Gakou compte édifier l'opinion internationale sur l'islam et son rapport avec la politique. Le livre il a écrit au moment où le Mali était occupé. J'ai voulu faire passer le message suivant, c'est que les djihadistes, entre guillemets djihadistes, parce que ce n'est pas des djihadistes, c'est des terroristes, ils ont apporté ici un islam que l'islam ne connaît pas et qui était complètement à l'opposé de l'islam que le Saint-Prophète a enseigné et a pratiqué. Ce bouquin de 239 pages préfacé par l'ancien Premier ministre Ahmed Mohamed Agamani dresse une connaissance et compréhension des deux volets placés dans un contexte historique. Une telle présentation, je l'espère, vu l'indéniable qualité de l'Assemblée, augure des échanges féconds au sein d'un débat serein et profitable. Le livre explique les deux concepts à travers, entre autres, sourates du Saint-Coran cités, les sourates 24, celle de la lumière, et 26, celle de la lapidation. Des évocations du livre saint qui parlent de la compatibilité de l'islam et de la démocratie. Selon les autorités, cette œuvre incite à la nécessaire réflexion sur les enjeux de la propagande terroriste dans les villes occupées. En prenant la plume pour édifier l'opinion nationale et internationale sur les enjeux de l'islam dans un monde en constante mutation, l'auteur de cette parution fait œuvre utile. Il ne manquera certainement pas de faire des émules sur une question aussi importante que celle des rapports entre l'islam et la démocratie. À travers cet ouvrage, cet originaire de Banamba qui a occupé plusieurs postes de responsabilité au Mali se propose de dissiper la nébuleuse autour de l'islam et redorer l'image de la religion en symbiose avec la politique. Voilà l'infatigable Aminata Mariko, le reste de l'actualité en bref et en images. Au menu, l'Afrique du Sud, la République centrafricaine, la Guinée-Bissau ou encore la Côte d'Ivoire, où vient de démarrer la campagne pour les élections municipales et générales. Daouda Kamate. L'ancien président sud-africain Nelson Mandela est sorti de l'hôpital ce samedi et recevra désormais des soins à domicile, a indiqué la présidence sud-africaine. Il a passé 9 jours à l'hôpital pour soigner une pneumonie chronique. L'amélioration constante et graduelle de son état général a permis de renvoyer le patient le plus célèbre du monde chez lui. Le président Jacob Zuma a remercié les médecins ainsi que tous les Sud-Africains et les amis de l'Afrique du Sud dans le monde pour leur soutien. Le nouvel homme fort de la Centrafrique, Michel Doutodia, a ordonné ce samedi la création d'un conseil supérieur de transition, censé notamment désigner un nouveau président qui aura un mandat de 18 mois. Le CST, selon le document, a pour mission d'élire le président de la République pour un mandat de 18 mois, rédiger un avant-projet de constitution à soumettre au peuple par voie de référendum et assumer les prérogatives législatives ordinairement dévolues à un organe législatif. Au total, le Conseil sera composé de 97 membres, dont 20 qui représenteront les partis politiques, avec notamment 9 sièges pour l'ex-opposition démocratique, 6 pour l'ex-majorité présidentielle et 5 pour d'autres partis. 10 sièges reviennent à la coalition rebelle Seleka au pouvoir, les autres étant occupés entre autres par des représentants de la société civile, des confessions religieuses, des syndicats ou encore de la magistrature. Le contre-amiral Josué Américo Bobo Machuto, ex-chef d'état-major de la marine de Guinée-Bissau, a été capturé par des agents américains et envoyé aux États-Unis via le Cap-Vert. Il a été écroué vendredi 5 avril en fin de journée à New York. Le célèbre narcotrafiquant a été arrêté sur une embarcation naviguant dans les eaux internationales. Selon certaines informations, l'officier serait tombé dans un véritable piège préparé depuis longtemps par la police américaine. En 2010, Washington le met sur la liste noire des trafiquants de drogue. Il est accusé aussi d'être à la tête de la tentative de coup d'État contre le Premier ministre Carlos Gomes Jr. en 2011.
En Côte d'Ivoire, la campagne officielle pour les élections municipales et régionales couplées du 21 avril a donc commencé vendredi 5 avril 2013. Une campagne de 15 jours. Ces élections sont boycottées par le FPI, le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo, qui considère que les conditions pour des scrutins locaux transparents et crédibles ne sont pas encore réunies. Lors d'une conférence de presse jeudi, le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Denka a estimé que pour aller aux élections locales, le FPI avait posé 2 préalables inacceptables. Un membre de la direction du FPI estime que son parti a fait le bon choix. Autre titre de l'actualité de ce samedi, la nomination de Taman Salam à la tête du gouvernement libanais. Proche des Occidentaux et des émirs du Golfe, celui que l'on considère comme un opposant modéré à la lourde charge de former un gouvernement dans un Liban en quête de stabilité politique. Dans un Liban agité, en quête permanente de stabilité, le choix s'est porté sur un homme de consensus. Taman Salam, député sunnite de Beyrouth, est présenté comme un modéré de l'opposition. Il est issu d'une grande famille libanaise de hauts fonctionnaires d'État. C'est un proche de l'Occident et de l'Arabie Saoudite, l'une des figures aussi de la révolution du Cèdre. En 2005, au terme de 2 semaines de consultation, son nom a fini par faire l'unanimité au sein d'une classe politique pourtant profondément divisée. Ma priorité est de sortir le Liban de ses divisions et de son éclatement politique et de prévenir des conséquences que cela peut avoir sur le plan sécuritaire, mais aussi de se prémunir de la situation tragique qui se déroule à nos portes. Allusion claire à la guerre en Syrie qui menace chaque jour de s'étendre au Liban. Situation au centre de tous les tiraillements politiques, mettant face à face partisans et opposants au régime de Damas. Allié fidèle de Bachar el-Assad, le tout-puissant Hezbollah chiite libanais, soutenu lui aussi par l'Iran. Il était très influent au sein du gouvernement sortant. Le nouveau Premier ministre décide aujourd'hui de tendre la main à l'ensemble des partis politiques, Hezbollah y compris, sans préciser s'il envisage la formation d'un gouvernement d'union nationale en attendant les législatives du mois de juin. Les incidents se suivent à la centrale nucléaire de Fukushima au Japon. Après une panne d'électricité vendredi qui aurait pu causer des dommages, c'est maintenant une fuite d'eau contaminée qui inquiète les autorités nippones. Le Japon n'en a pas fini avec ses soucis à Fukushima. Le problème est récurrent, de l'eau s'infiltre un peu partout dans les bâtiments. De l'eau qui sert à maintenir une température stable dans les réacteurs. Cette eau contaminée est ensuite stockée dans des réservoirs, plus ou moins étanches. Des éléments radioactifs et d'autres substances ont été détectés dans le sol autour du second réservoir de stockage. Ainsi, 260 000 tonnes d'eau contaminée sont stockées à Fukushima. Aujourd'hui, ce serait près de 120 tonnes d'eau radioactive qui pourraient avoir fui d'un réservoir, contaminant les sols aux alentours. TEPCO, l'opérateur de la centrale, n'a pas encore déterminé la cause de cette fuite. Les ouvriers transvasent maintenant l'eau restante dans d'autres cuves. Pour le moment, nos mesures à l'intérieur et à l'extérieur de l'installation ne montrent pas un niveau trop élevé de radiation. Donc nous ne pensons pas qu'il y ait de fuite dans la mer. La mer est à 800 mètres à peine du site. TEPCO a recouvert le fond de l'océan dans le port pour tenter de limiter la contamination. La reprise de la centrale est périlleuse. Ce vendredi, le système de refroidissement de la piscine du réacteur 3 a été redémarré. Mais la centrale a dû faire face à un autre problème, une panne majeure d'électricité. Et il n'existe toujours pas de système de secours. On en vient maintenant à cette tension dans la péninsule coréenne. Depuis qu'elle a été condamnée par les démocraties occidentales pour ses essais nucléaires, la Corée du Nord multiplie les provocations. Elle a même procédé à des tirs en mer, des missiles longue portée, colère ou simple bluff. La menace est prise au sérieux par les Américains. Champagne et violon. Il y a à peine 3 mois, le président de la Corée du Nord souhaitait aux diplomates étrangers une très bonne année. Aujourd'hui, il leur demande de partir et vite. Le 10 avril, la Corée du Nord ne garantit plus leur sécurité. Car depuis qu'elle a été condamnée par l'ONU pour un essai nucléaire en février, la Corée du Nord est en colère. Elle s'entraîne à tirer des missiles en mer. Des charges d'une portée de 3000 km
capable de toucher la Corée du Sud, le Japon et même théoriquement la base américaine de Guam, une menace prise très au sérieux par Washington. Nous ne serions pas surpris qu'ils mettent leurs menaces à exécution. Ils ont déjà tiré des missiles dans le passé, le Conseil de sécurité de l'ONU les a régulièrement condamnés. Les États-Unis ont déjà une base de défense antimissile en Corée du Sud, à 80 km de la frontière entre les deux Corées, près d'une zone démilitarisée où les Coréens du Sud viennent observer avec beaucoup d'inquiétude leurs voisins du Nord. Je ne sais pas du tout comment tout cela va tourner. Alors j'ai vraiment peur, et mes enfants aussi. À Pyongyang, les chefs des missions diplomatiques discutent aujourd'hui d'une éventuelle évacuation du pays. La France n'a pas d'ambassade en Corée du Nord, juste un bureau avec 2 chargés d'affaires, mais elle prend également très au sérieux les menaces d'une des dernières dictatures de la planète. Il s'y et persiste dans la provocation. Libéré sous caution il y a une semaine, le célèbre humoriste égyptien Bassem Youssef est de retour sur scène. Il s'amuse de ses déboires judiciaires avec toujours en ligne de mire le pouvoir de Mohamed Morsi. Comme chaque vendredi, ces kérotes sont réunis pour voir leur émission de télé favorite. Et à cette occasion, l'assistance compte un peu plus de monde. Après une semaine mouvementée, Bassem Youssef a bel et bien repris son émission hebdomadaire El Bernameg. Toujours avec une bonne dose d'ironie, le célèbre animateur égyptien apparaît sur le plateau accompagné tel qu'il l'était dans les rues du Caire dimanche dernier. Le présentateur, dont les vidéos sont suivies dans tout le monde arabe, était interrogé par la justice de son pays. Les faits reprochés, troubles à l'ordre public, insultes envers l'islam et le raïs Mohamed Morsi. Des ennuis judiciaires qui auraient pu calmer l'humoriste, mais lors de sa dernière prestation, Bassem Youssef persiste et signe dans la vanne et la provocation. Ce n'est pas de la peur, je ne reviens pas en arrière. Mais depuis que j'ai vu le procureur, j'ai décidé de ne plus parler du raïs. Alors je vais parler du procureur et surtout de ses problèmes. Un humour qui irrite le pouvoir autant qu'il compte de fans. Bassem Youssef n'a pas à avoir peur. Nous avons fait une révolution pour obtenir plus de liberté. Pas pour nous faire supprimer nos libertés ou pour faire fermer des chaînes de télévision, des organes de presse, etc. Bassem Youssef ainsi que tous les journalistes doivent continuer à exprimer leur opinion. La révolution a eu lieu à cause des attaques contre la liberté et nous ne voulons pas retourner à l'ancien régime. De quoi satisfaire l'ancien cardiologue reconverti dans la comédie. L'an dernier, c'était déjà la consécration. Son idole, l'américain Jon Stewart, l'invitait dans le show qui l'a inspiré aux États-Unis. C'était avant les élections. Les frères musulmans n'étaient pas encore aux commandes du pays. Le présentateur américain lui a notamment demandé comment cette organisation réagissait au ton satirique de l'Égyptien. Ils sont comme n'importe qui. Ils adorent l'émission tant qu'on ne parle pas d'eux. Et un an après, les faits semblent lui donner raison. Parmi les nombreuses plaintes déposées contre Bassem Youssef, celle d'un avocat islamiste qui a carrément demandé l'arrêt immédiat de son émission. Ce samedi matin, la Cour de justice égyptienne vient de refuser de le faire. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas demain, 19h, le débat du dimanche avec Sekou Tangara et ses invités. Mais en attendant, voici le programme de la soirée, 20h30 The Unite, 21h30 Afrique Info, première partie 22h15, votre chéri préféré, Schwarg, 22h40 Top Dance Floor avec DJ Cyril. Merci à vous qui nous faites l'amitié de nous regarder tous les soirs sur votre petit écran. Passez d'excellents moments en compagnie d'Africable Télévision et à demain bien sûr. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur